Comme aujourd'hui on atteint des exploits extraordinaires, Ismaïl c'est un magicien et il va nous parler du Graal en matière de thrombose. Tu vas m'expliquer pourquoi l'antifacteur 9, 11, attention, pas le 9. Tu vas... Ouais, les chiffres ont beaucoup d'importance. Les chiffres ont d'importance. Hein. Tu vas nous redire le facteur 11 pour les ignorants dont je fais partie. Merci. On ose tout. Donc, écoutez, effectivement, on va parler donc encore une fois de cibles et surtout de l'intérêt de cette cible. Car si aujourd'hui on essaie de développer des nouveaux antithrombotiques, il faut savoir sur qui tirer. Et vous avez compris qu'on a parlé beaucoup de fenêtres thérapeutiques. Il faut surtout parler certainement donc de cibles et comprendre pourquoi ces cibles sont des cibles qui sont enthousiasmantes ou en tout cas intéressantes. Et donc, est-ce que le facteur 11 va changer le paradigme et devenir effectivement le facteur à abattre en matière de gestion antithrombotique? Alors moi j'ai des liens d'intérêt, comme tout thrombologue, je travaille avec tous les partenaires industriels qui sont dans cette lutte infernale contre l'ennemi de santé publique qu'est la thrombose dans de nombreux domaines. Alors, on a parlé de frise chronologique, bien entendu c'est important puisque ce qu'on a cherché en tout cas dans ce développement de nouveaux outils antithrombotiques, c'est d'optimiser la prise en charge avec un rapport bénéfice-risque qui soit toujours en faveur notamment de cette gestion de la genèse du caillot sans prix à payer en termes de risque hémorragique. Et comme vous l'a dit Marc tout à l'heure, eh bien on a toujours cherché à être tout aussi bon, puisqu'on voyait que les incidences thrombotiques sont de plus en plus rares, heureusement, mais en étant meilleurs, en polluant moins en termes de risque hémorragique. Et donc là, on voit qu'on a certainement de nouveaux candidats, et on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, revenons finalement à l'essentiel, à cette thrombogénèse, en comprenant que, in fine, la thrombose, encore une fois, eh bien, n'est que le dérèglement d'une réponse naturelle qui était l'hémostase. Et aujourd'hui, il faut dissocier cette capacité hémostatique de cette capacité thrombotique. Comment? De manière tout à fait artificielle, et on va essayer donc de le faire, encore une fois, de manière assez synthétique. Donc vous voyez, dans ce compartiment vasculaire, si l'hémostase doit nous sauver la vie, c'est parce qu'il y a une lésion endothéliale. Et donc le colmatage de cette lésion est le fruit d'un processus complexe qui va faire intervenir des protéines, comme le facteur tissulaire, qui était contenu justement, comme son nom l'indique, dans les tissus, dans la cellule endothéliale, et qui est la gâchette de la coagulation. Et puis, les sérines protéases, ces facteurs de la coagulation dont on parle toujours, dans cette cascade, dans cette spirale de la coagulation, pour aboutir à, finalement, la génération de thrombine, cette enzyme qu'on dit incendiaire, mais qui est finalement la salvatrice, qui va permettre de transformer le fibrinogène en fibrine et de colmater, eh bien, cette lésion. Mais, ça, c'est des protéines. On a une coopération avec les cellules. Et les cellules, on comprend que les plaquettes sont un véritable SAMU vasculaire, car c'est elles qui vont venir constituer ce clou pour venir, obstruer, vous voyez, donc cette lésion endothéliale et colmater la brèche et limiter la fuite hémorragique. Mais la thrombose dont on parle n'est que l'excroissance anormale de ce thrombus mural qui va s'étendre pour devenir occlusif. Mais là encore, c'est lié à une coopération, à une mafia, in fine, qui aboutit à l'association, eh bien, on l'a vu, des globules rouges, mais également des polynucléaires, des leucocytes. Donc c'est une rêve partie où tous les partenaires cellulaires vont contribuer à constituer ce caillot et ce thrombus qui va devenir occlusif. Et on a parlé bien sûr des nets. Bon, les nets, ça veut dire des pièges extracellulaires qui sont libérés par les polynucléaires, qui sont excités. Et ils sont excités par qui? Par les plaquettes qui libèrent donc une enzyme particulière qui stimule eh bien, ce recrutement leucocytaire. Donc c'est vraiment une coopération pluricellulaire et plasmatique. Alors, pour dissocier les choses, et j'espère être en tout cas synthétique, c'est qu'il faut que vous compreniez qu'à l'origine, quand on a cette lésion, il faut tout de suite boucher le trou. Et pour boucher le trou, eh bien, le facteur tissulaire va déjà engager très vite la génération de thrombine grâce à cette voie dite du facteur tissulaire qui est une voie royale, qui est la voie la plus rapide pour que la thrombine transforme ce fibrinogène en fibrine et forme ce clou fibrinoplaquettaire obstruant la brèche.
Et donc ça, c'est pour l'hémostat, cette capacité hémostatique. Mais la thrombose, elle, va naître finalement d'une génération de thrombine, mais qui va être issue d'une coopération, à la fois, on l'a dit, des nets et donc du système contact, et notamment donc de la thrombine qui va contribuer à amplifier cette réponse grâce au facteur 11. Et cela va contribuer à amplifier cette réponse qui va devenir exagérée et qui va obstruer le vaisseau. Et donc c'est la thrombose qui naît de cette amplification et qui est bien sûr qui passe par le facteur 11. Et du coup, l'idée, c'était de se dire, très bien, si on pense hémostase, on pense essentiellement à la voie du facteur tissulaire et qui va être amplifiée par cette voie endogène qui implique le facteur 8, facteur 9, mais également qui va être consolidée par l'apport du facteur 11 et qui va in fine, faire que le caillot, qui est un caillot obstructif, un caillot donc colmatant la brèche, soit un caillot qui soit irréversible. Mais la thrombose, elle, va venir essentiellement de cette amplification exagérée par la voie donc du système contact et la voie notamment donc des nets, des polyphosphates et des polyanions qui sont d'origine donc plaquettaire et qui vont contribuer à amplifier, à recruter et à faire que ce caillot ne sera pas seulement un caillot donc mural, mais un caillot finalement obstructif. Alors, quand on pense facteur 11 et risque vasculaire, comme l'a dit Albert Claude, le facteur 11 c'est le facteur Rosenthal, qui était dans cette cascade de la coagulation. On s'était rendu compte que les patients qui avaient un déficit sévère en facteur 11, avec des taux qui étaient inférieurs à 10 ou 15%, saignaient bien moins que les patients qui avaient une hémophilie A ou B, donc avec des déficits en facteur 8 ou en facteur 9, qui sont dans la voie endogène, comme finalement le facteur 11. Mais surtout, ces déficitaires profonds en facteur 11, n'avaient pas des saignements qui étaient spontanés. C'est surtout des saignements provoqués, qui étaient rarement donc des saignements donc importants, type hématome ou musculaire, mais qui étaient plutôt des saignements muqueux qui étaient donc provoqués. Et par ailleurs, sur le plan thrombotique maintenant, on voit que les patients qui sont déficitaires en facteur 11 ont un risque de thrombose veineuse qui est significativement inférieur donc à la population qui n'est pas déficitaire, et que s'ils ont des taux élevés de facteur 11, en revanche, on constate qu'ils doublent le risque de thrombose veineuse. Donc il y a vraiment un phénomène autour de ce facteur 11 qui fait que, on se dit, est-ce que le fait de bloquer ce facteur 11, ça n'aurait pas un effet in fine antithrombotique, sans risque majoré donc en termes de risque hémorragique, surtout qu'il y avait des modèles animaux qui étaient tout à fait enthousiasmants, encourageants pour passer justement ce cap clinique. Et comme on l'a bien dit, en tout cas encore une fois cet après-midi, le domaine qui est vraiment qui met le pied à l'étrier de tous les antithrombotiques dans leur développement, c'est bien la chirurgie orthopédique. Et donc il fallait passer par cette voie royale qui est la chirurgie orthopédique pour démontrer l'intérêt de ces inhibiteurs anti-11, parce que, encore une fois, on sait que les événements thrombotiques, quand il n'y a pas de thromboprophylaxie dans ce domaine, sont particulièrement importants en termes de fréquence, et que la plupart des événements sont asymptomatiques. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est démontrer dans ce domaine-là de la chirurgie orthopédique à haut risque, que s'il y a un agent antithrombotique qui va optimiser la prise en charge, il sera certainement aussi efficace, mais surtout il sera plus sûr ou moins coûteux, et c'est ce qu'ont fait les AOD pour répondre encore une fois à ce cahier des charges. Donc l'idée c'est ça, l'idée c'est de dire, dans cet arsenal thérapeutique antithrombotique qui ne cesse finalement de s'accroître, le cahier des charges, c'est bien de démontrer qu'on reste puissamment antithrombotique, mais on est de moins en moins pollueur en termes de risque hémorragique. Et l'idée, c'est est-ce que le fait d'inhiber le facteur 11 va permettre à la fois de prévenir la thrombose tout en préservant cette capacité hémostatique et finalement le risque hémorragique. Donc, moralité, quels sont les différents inhibiteurs du facteur 11 qui sont aujourd'hui en développement ? Vous avez des oligonucléotides antisens, autrement dit, donc on va venir bloquer les ARN messagers qui sont responsables de la synthèse hépatique du facteur 11, je vais vous en dire un mot. On a également donc, des anticorps monoclonaux qui vont de manière tout à fait spécifique venir bloquer le site actif du facteur 11 et qui fait que le facteur 11 ne pourra pas être cette sérine protéase et qui va amplifier la cascade de la coagulation. Ou alors on a des molécules qui sont des molécules qui sont de synthèse et qui sont toutes petites et qui vont elles aussi venir s'immiscer par des ponts hydrogènes sur le site actif du facteur 11 et qui vont museler ce facteur 11. Alors, commençons par l'oligonucléotide. Vous savez qu'il y a un papier qui est paru il y a quelques années déjà dans New England où vous voyez que le fait d'injecter donc en sous-cutané sur plusieurs semaines
cet oligonucléotide antisens, on va venir bloquer au niveau hépatique la transcription donc, du facteur 11 et la synthèse du facteur 11. Et vous voyez que la demi-vie donc, de ce produit est une demi-vie qui est pratiquement de 2 semaines. Et donc il y a cet essai qui est un essai donc randomisé, un essai de phase 2, on a comparé différentes doses, qui est un essai en ouvert, donc avec 2 groupes parallèles, où on a injecté pendant, vous voyez, pratiquement 1 mois et demi donc, les patients, donc 3 fois par semaine la première semaine, puis une fois toutes les semaines donc ensuite. Vont même injecter donc 6 heures en post-opératoire et puis 3 jours après l'intervention, comparé au gold standard qui est l'enoxaparine, avec une phlébographie systématique au 10e jour. Vous voyez que les patients qui étaient inclus étaient essentiellement des femmes, comme l'a dit Marc, donc c'est vraiment aujourd'hui la population de choix dans cette indication, mais qui étaient en bon état, donc pas trop vieilles et pas donc de comorbidité associée. Et vous voyez qu'on a observé chez ces patientes eh bien, un allongement progressif du TCA, qui est le temps de coagulation globale qui évalue la voie endogène, donc qui devient de plus en plus freiné, avec une chute qui est apparue, donc vous voyez ici finalement au bout d'un mois, de plus de 70 à 80% du facteur 11 chez ces patients qui passent au bloc. Et vous voyez que, in fine, 1 mois après l'arrêt de ces injections sous-cutanées, eh bien, on a toujours le facteur 11 qui est nettement déprimé chez ces patientes. Alors qu'est-ce que ça donne sur le plan des résultats? Vous voyez que le critère combiné de jugement qui est associé thrombose veineuse symptomatique et asymptomatique, révélé dans le groupe qui a reçu la plus forte dose, 300 mg de cet oligonucléotide antisens, eh bien, une réduction significative des événements thrombotiques par rapport au groupe enoxaparine, sans prix à payer en termes de tolérance hémorragique, puisque vous voyez qu'on a même tendance à avoir moins de phénomènes hémorragiques, que ce soit donc des hémorragies majeures ou cliniquement relevantes non majeures, dans cet essai, même dans le groupe à forte dose. Mais quand on s'intéresse aux événements symptomatiques et aux hémorragies majeures, les choses ne sont pas aussi spectaculaires. Donc il n'y a rien de révolutionnaire, bien entendu, mais surtout il y avait des problèmes de tolérance locale. Mais quoi qu'il en soit, donc il y avait quand même un intérêt pour se dire mais est-ce qu'on ne pourrait pas les utiliser à long terme, in fine, parce que vraiment ça déprime la synthèse de facteur 11 avec une telle tolérance hémorragique, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à l'utiliser donc au long cours dans d'autres indications? Et donc là il y a un essai donc, qui a utilisé une 2e génération de l'oligonucléotide et qui était finalement utilisé tous les mois, 1 fois par mois et non pas toutes les semaines, et avec une meilleure tolérance locale et donc dernièrement, donc vous voyez donc vraiment au mois de mai là, est apparu donc l'essai de phase 2 avec cette proposition chez les malades sévères qui avaient une hémodialyse. On a bien montré que la diminution du facteur 11 chez ces patients à 300 mg, eh bien, n'était pas associée à une augmentation des phénomènes hémorragiques chez ces malades par rapport au groupe placebo. Donc vraiment, ça engage à des essais de phase 3 dans cette indication, bien entendu. Alors qu'en est-il des anticorps monoclonaux? Vous avez ici... C'était un effet de tolérance hémorragique ou d'efficacité antithrombotique, je ne sais pas Là, bien. C'est tolérance hémorragique. D'accord. Je vous rappelle encore une fois, c'est être bon pour freiner la coagulation, mais surtout on évalue la tolérance hémorragique de cette stérilisation du facteur 11. Donc qu'en est-il des anticorps monoclonaux? Donc là encore une fois, donc vous voyez donc ces anticorps vont venir toujours par voie injectable, sous-cutanée ou intraveineuse, venir bloquer le site catalytique du facteur 11. Eh bien on a l'essai Foxtrot avec l'osocimab qui a été donc publié donc il y a maintenant donc 2 ans. Alors pareil, même design que l'essai avec l'oligonucléotide, il n'y a pas de surprise, avec une population qui était tout à fait similaire. Et donc là on a évalué différentes doses donc, de l'osocimab, et vous voyez donc avec 2 schémas particuliers, un schéma donc d'injection unique intraveineuse post-opératoire, donc le lendemain de l'intervention, ou un schéma avec 2 doses cette fois qu'on comparait, en préopératoire, donc la veille de l'intervention. Toujours prothèse totale de genou. Et donc là encore, on compare à l'enoxaparine et vous voyez que, quelles que soient finalement les doses, il y a une non-infériorité entre guillemets en termes d'efficacité antithrombotique pour le schéma post-opératoire, et il y a seule la forte dose en préopératoire, elle réduit de manière significative les phénomènes thrombotiques par rapport au groupe enoxaparine. Mais là, avec un surcroît hémorragique qui est observé avec ce schéma-là, alors que le surcroît hémorragique n'est pas du tout observé, on est plutôt rassuré avec le schéma post-opératoire. Mais remarquez que par rapport au sous-groupe apixaban, parce qu'on a compris l'intérêt des AOD dans cette chirurgie orthopédique, vous voyez que là encore, donc les choses semblent
à peu près similaire, là encore, par rapport à ce qui est observé avec l'osocimab. Et quand on s'intéresse aux événements symptomatiques et des hémorragies majeures, là encore, il n'y a rien de bien extraordinaire, mais en tout cas, c'est encourageant pour effectivement développer une étude de phase 3 avec cet anticorps monoclonal. Donc il y en a un autre qui est donc l'abelacimab, qui lui, non seulement va inhiber le site catalytique du facteur 11 activé, mais également du facteur 11 disimogène inactif, et donc il ne sera pas activable par les NETs, par les polyanions, par le facteur 12. Donc on va vraiment être, disons, actif en amont sur ce facteur 11. Même schéma, encore une fois, même design dans la prothèse totale de genou, avec donc 3 doses différentes. Vous voyez, on a fait une seule injection intraveineuse 4 à 8 heures après la chirurgie. Et vous voyez qu'en matière d'incidence sur ces 400 patients qui avaient été inclus dans cet essai entre 0,05, eh bien, on voyait que les 2 doses donc les plus importantes donnaient une réduction significative en termes d'efficacité antithrombotique par rapport au groupe enoxaparine, sans surcroît hémorragique à payer, donc sur le critère combiné de jugement en matière de tolérance. Et là encore, eh bien, les choses ne sont pas très différentes quand on s'intéresse aux événements symptomatiques, aux hémorragies majeures. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'avec cette injection unique avec cet anticorps monoclonal, au 3e jour, vous avez réduit de plus de 90% les taux de facteur 11 chez ces patients, et que seul le groupe à 150 mg une seule fois reste à 1 mois inférieur à 10%, sans surcroît hémorragique. Alors on a maintenant les molécules synthétiques avec milvexian, donc je vous ai dit, mais lui qui est actif par voie orale, donc c'est encore plus simple en matière de confort, qui est un effet inhibiteur direct et réversible sur le site actif du facteur 11. Et on a ici l'étude axiomatique, vous voyez, qui a été publiée de New England, où là on a comparé donc différentes doses, et là on a exactement le même profil avec finalement une fenêtre thérapeutique assez large, et avec on voit vraiment l'intérêt d'utilisation donc après un schéma à 2 fois par jour, toujours par voie orale chez ces patients. Eh bien, par rapport au schéma à 1 fois par jour qui est aussi efficace avec la dose la plus forte. Donc là encore, l'étude de phase 3 sera intéressante parce que on a des données tout à fait encourageantes par rapport à l'enoxaparine en termes d'efficacité et en termes donc de tolérance. Et il y en a un autre qui est également en termes de molécules petites mais efficaces qui va venir inhiber le facteur 11 de manière directe et irréversible. Vous voyez qu'on allonge bien, le TCA avec un effet dose dépendant, alors que le TP est complètement respecté. Et vous voyez qu'on inhibe la génération de thrombine en augmentant les doses donc, de l'asundexian, et cette génération de thrombine étant provoquée par la voie endogène, la voie de système contact avec le facteur 12. Donc le modèle animal ici, qui est un modèle donc de lapin, montre très bien donc qu'on a bien un effet dose en termes d'efficacité sur la taille du thrombus, et que même par rapport au rivaroxaban, ça a l'air d'être tout à fait prometteur, et que on n'allonge pas du tout le temps de saignement, alors qu'on voit le temps de saignement chez ces lapins qui s'allonge, le temps de saignement à l'oreille. Donc il y a une étude de phase 1 chez les volontaires sains qui est encore une fois tout à fait encourageante en matière d'inhibition du facteur 11 et d'allongement du TCA avec encore une fois un effet dose dépendant et sans allongement du temps de saignement chez ces volontaires sains. Reste bien sûr à démontrer les choses de manière pratique dans des situations cliniques où là encore on va être assez, disons, démonstratif, puisqu'on va prendre des populations qui sont plutôt des populations à haut risque hémorragique et à haut risque thrombotique. C'est la double peine. Comme les insuffisants rénaux sévères, vous voyez qu'ils sont tous dans ce domaine-là, là c'est encore de phase 2. Dans l'association des antiplaquettaires, on avait avec Patrick l'importance du risque hémorragique. Est-ce qu'on peut être moins délétère dans ce mariage avec un anti-11 ? Dans la prévention donc, des accidents vasculaires cérébraux, parce qu'on sait très bien que là encore c'est un ennemi de santé publique. Et puis, surtout dans le cancer. Il y a une étude de phase 3, à la fois comparant l'altéparine et une autre étude comparant l'apixaban à cet anticorps monoclonal qui est l'abelacimab anti-11, pour essayer de démontrer qu'on a vraiment un bénéfice clinique net dans ce domaine qui, bien sûr, est un traitement au long cours chez des malades à haut risque, à la fois thrombotique et hémorragique. Mais quel est cet intérêt cette fois quand on a vraiment une activation de cette voie, disons, du système contact, avec notamment des dispositifs intravasculaires? Ça reste encore une fois à démontrer. Donc vous voyez que les aires thérapeutiques AIRES sont ouvertes dans justement la pertinence et l'intérêt de cette nouvelle voie antithrombotique, et on espère qu'on aura des données à présenter très bientôt. Donc en conclusion, donc, à fond tous derrière le facteur 11. Donc
Le CV du facteur 11 montre qu'on y croit et ce qu'on veut, c'est le voir comme saint Thomas, que cette efficacité est bien associée à une tolérance hémorragique meilleure. L'idée, c'est de choisir les bonnes études, des études essentiellement de phase 3, puisque nous, ce qu'on veut, c'est vraiment un crash test, mais il faudra comparer un comparateur idéal. Est-ce que c'est l'héparine de bas poids moléculaire ou est-ce que c'est l'AOD? Donc on a compris aujourd'hui, ou l'aspirine, on a compris que dans certains domaines, il fallait choisir son gold standard. Il faudra choisir des patients particulièrement sensibles et vulnérables qui, eux, sont le plus souvent exclus des essais parce que ils sont trop fragiles et donc on ne veut pas être débiles en les exposant à un phénomène hémorragique accru. Donc ce qui seront aujourd'hui accessibles à une stratégie antithrombotique. Comparer le chirurgical, le veineux, ou le médical, c'est pas du tout la même chose. Comparer l'artériel et le veineux, c'est peut-être pas la même chose. Les traitements aigus, les traitements prolongés, on a vu que c'était pas la même chose. Donc, si tu es efficace en aigu, t'es peut-être pas aussi bon à long terme. Donc, il faut démontrer cela. Les comédications, il faut choisir ses partenaires pour justement cette gestion antithrombotique et peut-être que là encore une fois, cette lésion sera moins dangereuse. Et c'est une promesse, c'est pas du tout aujourd'hui une évidence. Donc, en gros, vous avez compris, tout reste à faire. Donc, qui vivra verra. Pour démontrer que qui thrombose moins saignera-t-il moins. C'est vraiment le pari aujourd'hui qu'il faut aujourd'hui avoir le courage de prendre et d'attendre. Je vous remercie. Alors, en fait, on a eu une démonstration. Moi, j'ai réfléchi parce que tu disais facteur 11. Je me suis dit, le Graal, c'est le 13e siècle. C'est facteur 13. C'est le Moyen-Âge. Et donc, c'est les chevaliers de la table ronde. Oui. Et donc, tu es le Perceval. Et tu as vu, autour de cette table ronde, il y a combien d'acteurs, de chevaliers, donc tous ces industriels qui sont à l'affût pour tirer dans le tas, en particulier sur le facteur 11. Donc... Alors le Graal, pour nous, gens de la thrombose, le Graal, c'est, in fine, c'est d'avoir cet antithrombotique idéal qui est bon dans la maîtrise de l'amplification de la genèse du caillot et qui respecte le mur endothélial sans qu'il y ait cette suffusion hémorragique qui vient gréver ce bénéfice. Et in fine, la connaissance que nous avons de la thrombogénèse et de l'hémostase est à l'origine de ce développement et de cette quête de l'antithrombotique dit idéal. Merci. Donc dans ce domaine de la recherche, dans ces domaines, on est encore au Moyen-Âge, tu l'as dit. Ah, tout à fait. Et donc, je reviens sur... Il faut vraiment trouver les nouveaux chevaliers. Bravo Ismaïl. Vous avez sûrement plein de questions parce que il a ouvert vraiment des voies de réflexion extrêmement riches. Est-ce que vous êtes excités? Vous êtes tous convaincus, à Fonz. Vous êtes tous à Fonz. À Fonz. On a envie de vous demander, c'est pour quand? Le problème, encore une fois, c'est pour quand. L'idée, c'est quand on aura démontré que, en pratique clinique, effectivement, ce bénéfice est au rendez-vous. L'idée, c'est que, encore une fois, l'appétit vient en mangeant, mais qu'aujourd'hui, tous les indicateurs sont vraiment ouverts. On se rend compte que tout le monde, entre guillemets, tous les partenaires industriels s'engagent dans cette... Ils sont nombreux, là, on a vu. Ils s'engagent. Il y en a combien? 12? Et je ne vous ai pas mis, il y en a plein d'autres. C'est les 12 chevaliers de la table ronde. En fait, pour le moment, ils n'ont pas des mots très, ils n'ont pas des noms très sexy, ils ont tous des noms avec des numéros. Mais quoi qu'il en soit, vraiment, il y en a beaucoup. Et il y aura peu d'élus, certainement. Encore faut-il qu'on en ait la démonstration et la certitude pour justement derrière développer la confiance et l'adhérence des cliniciens. Bravo, mais merci mille fois. Merci.